Bien, bonjour, bonsoir presque bientôt à toutes et à tous. C'est presque la fin de ce choc des réalités que nous vivons aux rencontres d'Aix. On a 25 minutes pour faire une controverse, donc nos invités ne sont pas forcément obligés de s'engueuler, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. Et notre sujet, donc, c'est l'IA comme moteur des transitions. Et pour en parler, nous avons Lauriane Ancenis, qui est associée responsable de la pratique Tech et Data du bureau de Paris chez AO Chairman. Bonjour Marie-Lauriane. Et Olivier Girard, qui est directeur d'Accenture, opération EMEA, ça veut dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, et président d'Accenture France. Bonjour. Bonjour Olivier. à tous. Donc tous les deux, vous connaissez bien ce sujet. Quand on a préparé, on s'est dit comment prendre ce sujet, moteur des transitions. Bon, moi, je pensais au départ à l'impact écologique, et on en parlera certainement, majeur aujourd'hui, de l'utilisation de cette technologie. Une technologie quand même qui, même si on parle d'intelligence artificielle depuis très longtemps, connaît depuis 2-3 ans une accélération incroyable, et c'est probablement une des technologies dans l'adoption par le grand public qui a été le plus rapide, jusqu'à poser effectivement un certain nombre de problèmes, puisque comme tout le monde l'adopte et l'utilise, évidemment, elle consomme de l'énergie. Et l'utilise-t-on à bon escient? C'est une question que pourront tous nous poser. Et surtout, jusqu'à quel point cette accélération va-t-elle nous transformer le monde? C'est évidemment un sujet dont on parle aujourd'hui tous les jours. C'est devenu, je pense, l'une des priorités stratégiques, je ne pense pas qu'Olivier me contredira, des entreprises, peut-être aussi des États. C'est un sujet de compétition mondiale économique, c'est un sujet de souveraineté, on l'a vu au sommet sur l'IA, et c'est un sujet géopolitique, puisque certains pensent, Vladimir Poutine l'avait dit à une époque, que ceux qui domineront l'IA pourraient dominer le monde. Donc c'est un enjeu évidemment majeur pour notre futur. Et donc je pense que pour lancer la controverse, j'ai envie de vous demander tous les deux, avant de parler des débats sur la réglementation, ça va beaucoup nous occuper, mais peut-être ce que vous pensez l'un et l'autre, que cette accélération est sans fin. C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'impression, on nous vend beaucoup de rêves avec l'IA, on nous vend l'AGI, la fameuse IA qui sera la super intelligence. Il y a beaucoup de savants un peu fous ou de papes de la Silicon Valley qui font des tweets tonitruants en disant c'est pour dans 1 an, c'est pour dans 6 mois, la super intelligence qui va remplacer l'humain. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme quand même de fake news destinée essentiellement à lever de l'argent et à attraper les gogos? Olivier. Alors je commence, écoute... C'est pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà, d'abord je voulais remercier tous ceux qui sont là parce qu'ils bravent la chaleur pour venir nous écouter. Donc merci à vous, et on va essayer de se montrer à la hauteur de la controverse. Donc moi je pense qu'on est au début de l'histoire. Dans toutes les ruptures tech, on passe son temps souvent à surestimer l'année 1 et l'année 2 d'une disruption et à sous-estimer l'année 5 et l'année 6. On est un peu dans un moment comme ça où on se dit, pour reprendre tes mots, que tout va changer, et puis j'ai tout le temps la question, mais quel est le retour sur investissement, qu'est-ce qui se passe vraiment, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une appétence sans commune mesure avec ce qui s'est passé dans le passé des dirigeants. Quand on regarde l'histoire des disruptions technologiques, elles ont souvent été portées par d'autres personnes dans l'entreprise. Là, c'est les dirigeants qui s'en sont emparés parce qu'ils ont compris qu'on pouvait repenser le travail en profondeur, et ils sont intéressés par ce changement de paradigme. C'est un vrai changement de paradigme. Vous savez, l'histoire de la tech... Ils sont aussi surpris par le fait que leurs propres salariés l'utilisent. Oui. Le Shadow IA, ils l'utilisent sans qu'ils l'auraient demandé. Tout à fait, il y a des chiffres là-dessus. Entre 80 et 90% des collaborateurs des entreprises utilisent l'IA, les IA généralistes, pour ne pas citer la plus connue, au moins une fois par jour pour une question professionnelle. Et dans un cadre donc, qui n'est pas le cadre de celui de l'entreprise, réglementé, posé, organisé, sécurisé, etc. Donc il y a une très forte appétence, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une difficulté parce que les fondations, pour que ça marche, elles ne sont pas toujours là. Et les fondations sont très complexes. Il faut des clouds souverains quand c'est nécessaire, il faut gérer ses data, il faut une gouvernance, il faut évoluer dans un cadre responsable, juridiquement encadré, il faut un dialogue social. On est en retard sur le dialogue social sur ce sujet-là, il faut former ses collaborateurs, il faut gérer ses problèmes de dette technique. Donc il y a énormément de choses à faire pour que les conditions soient réunies, pour qu'on ait la vraie explosion de la gentille. Donc face à la hype, si je puis dire, cette fameuse courbe de Gartner, la courbe de la hype, peut-être revenir aux réalités, parce que c'est ce à quoi nous invitent les rencontres. Peut-être Lauriane, même question, est-ce qu'on nous vend du rêve ou est-ce qu'on atteint aujourd'hui un plafond de verre? Merci pour cette
cette question. Vous m'entendez bien? Oui. Moi, je voudrais commencer par répondre par une petite anecdote. OpenAI a annoncé en 2025 avoir neutralisé environ 18 opérations malveillantes qui tentaient à dévier l'usage de ChatGPT à des fins d'arnaque, de désinformation ou de malveillance. Donc, d'abord, je souhaiterais mettre en lumière, au-delà de cette rapidité que tu as pu évoquer, cette dualité. Donc, on a vraiment une IA qui permet à la IA for good ou IA for evil. Exactement. Donc, c'est une réalité. L'adoption de l'IA est fulgurante et on le vit, nous, par exemple, en tant que cabinet d'avocats. On a décidé d'adopter donc un assistant au quotidien qui nous permet de décupler en fait les résultats et d'aller beaucoup plus vite pour répondre à la demande de nos clients. On a également adopté un outil en propre, c'est une IA propre, Contract Metrics, qui nous permet de rédiger des contrats avec une plus grande agilité. Donc on est finalement nous-mêmes encapsulés dans ce monde de rapidité par le biais de l'émergence des outils d'intelligence artificielle. En tout cas, on voit bien que cette dualité est très présente et on voit également que le législateur européen a voulu répondre à cette rapidité justement par l'adoption du règlement IA que vous devez tous connaître. Le fameux IA Act. Alors, excellente transition, Lauriane, puisque c'était ma deuxième question. Dans cette course de vitesse entre les États-Unis, la Chine, on a bien vu au début d'année, Trump qui lance Target, un plan à 500 milliards soi-disant pour faire des data centers partout, même marchant au charbon s'il le faut, aux États-Unis. La Chine qui lui renvoie dans la figure DeepSeek quelques jours plus tard. DeepSeek, c'est un modèle qui n'aurait coûté que quelques millions, peut-être dizaines de millions, par rapport aux investissements colossaux qui ont servi à entraîner ChatGPT. Et l'Europe, là-dedans, effectivement, qui régule. Et donc, il y a tout un débat en disant, voilà, encore une fois, dans cette course de vitesse, on est en train de se faire avoir, l'Europe, on est en train de se faire coloniser numériquement. Ça a été une première fois le cas avec Internet, avec les premières générations, 1.0, 2.0, 3.0, je ne sais pas à combien de zéros on est aujourd'hui. Et avec l'IA, ça va être la même histoire. Donc on régule, on commence par réguler pendant que les autres inventent. Et là, paf, aujourd'hui, plutôt il y a quelques jours, hier, 50 entreprises européennes, des industriels et pas des moindres, Mistral, a commencé, le fameux champion français, Dassault Systèmes, mais ASML qui fait également les puces, et quelques autres. Vous trouverez ça dans la tribune, on a fait un article, si ça vous intéresse, pour avoir les détails. Mais donc ma question, Lauriane, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un mouvement de révolte du business pour dire laissez-nous travailler avant de réguler? Et alors la Commission européenne qui a été interpellée donc, par cette déclaration des 50 patrons qui demandaient un moratoire dans l'application de l'IA, pardon, je n'ai pas été clair, a répondu, pas question de moratoire, pas de délai, il faut appliquer cette réglementation. Ça évoque quoi chez vous? Alors, peut-être qu'il faut remettre un petit peu en contexte cette demande, ce moratoire. En fait, le règlement sur l'intelligence artificielle devrait normalement s'appliquer en cascade en fonction des obligations, des types d'IA desquels vous parlez. Donc on a une application échelonnée des dispositions du texte en fonction du type d'IA. Si vous parlez des IA interdites, les dispositions sont déjà en vigueur. Si vous parlez des modèles d'IA à usage général, notamment ChatGPT, eh bien toutes ces obligations pour cette catégorie d'IA devaient entrer en vigueur le 2 août. Et cette entrée en vigueur devait s'accompagner d'un code de bonne conduite rédigé par la Commission européenne. Et il se trouve que ce code de bonne conduite n'est pas prêt. Donc cette demande claire des entreprises et donc ils demandent un report de quelque chose qui n'est pas prêt par ailleurs. Exactement. Donc je pense que les acteurs ne contestent pas tant l'idée d'un texte, puisque je pense qu'on... Ils ne sont pas contre la régulation. Exactement. Mais ils voudraient savoir d'abord de quelle régulation on parle. Ils ont besoin d'être accompagnés, effectivement, ils ont besoin de comprendre quel type d'obligation de transparence, de quelle manière vont s'accompagner ces dispositifs, de quelle manière les obligations vont pouvoir se mettre en œuvre de façon très concrète, et est-ce que ces obligations sont finalement viables opérationnellement
pour leurs outils d'intelligence artificielle. Peut-être Olivier sur ce point, oui, parce que donc la régulation, elle est nécessaire quand même dans la matière de Oui, voilà, de technologie. je voulais un peu de controverse. Donc je vais venir à la défense de l'Europe en disant l'économie digitale, l'économie devient de plus en plus digitale, elle a besoin de confiance digitale. Et la confiance digitale, elle a besoin de règles et de cadres. RGPD, tout le monde criait au loup et finalement ça s'est très bien passé et le consommateur, le citoyen, le collaborateur européen et même les Américains nous copient, tu as raison. Donc je pense que c'est nécessaire. Et je pense qu'après, c'est dans le détail de l'application, de la progressivité des choses qu'on trouvera des solutions. Mais je pense que c'est important de dire que dans un domaine, tu l'as très bien dit tout à l'heure, où de temps en temps ça ressemble un peu au Wild Wild West, c'est important qu'on pose un cadre et que l'Europe, je trouve, tienne sur ce sujet-là. Le sujet numéro un des entreprises, on l'a dit, c'est pas tellement de respecter. Alors il faut que les règles soient claires, écrites, etc. Mais c'est surtout qu'on n'en ait qu'une et pas autant de pays. Parce que la crainte, c'est voilà, qu'on ait 27 réglementations différentes, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous vend comme rêve d'une Europe du numérique unifiée soit du pipeau. Non, effectivement, les 3 plus grands challenges aujourd'hui du monde du business, je dirais qu'ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est qu'on a une explosion de la réglementation européenne en matière de nouvelles technologies et je pense que tu pourrais en témoigner. Donc ces textes, il faut quand même se les apprivoiser. Il faut les rappeler, hein, la DSA, DMA, Data Act, Cyber Resilience Act. On peut dire que l'Europe réglemente beaucoup, ce qui n'est pas forcément illégitime, mais elle réglemente beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ces textes se superposent et donc il faut pouvoir les articuler. Je prends un exemple. Il y a des points de friction évidents entre le règlement sur l'intelligence artificielle et le RGPD. Comment va-t-on pouvoir s'assurer que les individus vont pouvoir exercer leurs droits pour avoir accès à leurs données une fois qu'elles sont dans le système d'IA ? Par exemple. Je peux témoigner sur le sujet du droit de la presse et de la propriété face au pillage auquel les journaux qui ont servi d'entraînement des modèles aujourd'hui essayent de récupérer une partie des droits d'auteur et c'est quasiment impossible. C'est la première question d'ailleurs du règlement, c'est expliquez-nous sur quelles données vous avez entraîné vos modèles. C'est ça la question qui pose le problème aujourd'hui. Le deuxième point de friction évident, c'est tout simplement ce qu'on appelle le data scrapping. Donc pour entraîner vos LLM, vous allez aller chercher une grande quantité de données. Et ce principe se heurte par définition avec le principe de minimisation qui est posé par le règlement général sur la protection des données personnelles. Donc on voit des superpositions importantes entre les textes qui demandent quand même du temps. Donc il y a des incohérences à lever. Ouais. Exactement. Et est-ce que c'est pas le troisième point, c'est tout simplement la complexité des textes en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs se demandent même s'ils vont tomber sous le coup du texte du règlement sur l'intelligence artificielle. On définit l'intelligence artificielle de façon assez complexe. La Commission a fini par faire des cas d'usage non exhaustifs pour essayer d'orienter les entreprises. Mais en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, la meilleure façon de définir l'intelligence artificielle, ce serait de réfléchir par degré d'autonomie. Est-ce que mon système est capable de prendre des décisions plus ou moins autonomes ? Mais Olivier, est-ce que ce n'est pas une course, je dirais, illusoire que de vouloir réguler quelque chose qui progresse à une vitesse exponentielle? ChatGPT, ça n'a que 2 ans. Les premiers modèles ont été entraînés il y a 7-8 ans. Très probable et on nous annonce pour dans 2-3 ans, je ne sais pas si on aura l'IA générale qu'on nous prédit, mais on nous annonce encore des progrès. Ça change tout le temps. Donc comment réguler quelque chose qui change tout le temps ? Il est très probable qu'on ait plusieurs versions de ces règlements au fil du temps, peut-être autant que de numéros de version de ChatGPT, oui. Donc peut-être pour continuer sur cette histoire de transition, dire un mot, parce que vous l'avez vu, vous allez peut-être en voir apparaître, il y en a beaucoup qui vont être dans cette région, dans le sud et dans quelques autres, c'est des data centers, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour nourrir l'IA, couvrir la France, on en a déjà, je crois, 300 ou 400, mais il va falloir en construire énormément, avoir des données, parce que l'IA repose sur des données. Donc là, il y a un vrai sujet de transition, avec un avantage quelque part peut-être, c'est ce qui a été dit par le président de la République lors du sommet hier, un avantage pour la France, parce que nous on a de l'énergie décarbonée. Et donc on va essayer d'attirer, c'est un sujet d'attractivité. Est-ce que c'est un bon coup pour la France? On a raison de jouer cette carte de l'IA. Aujourd'hui Macron, c'est le premier VRP de Mistral, et il passe son temps à aller visiter, à inaugurer des data centers. Il y en avait en Île-de-France géant, je crois qu'il y en a plusieurs dans la région.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'est un enjeu qui dépasse la performance de l'entreprise, c'est un enjeu de société, l'IA, c'est un enjeu de compétitivité nationale. Donc c'est très bien que la France se positionne. Après, la question de la consommation électrique de l'IA, la question de l'empreinte carbone de la tech globalement et de l'IA, c'est un vrai sujet aussi. Les chiffres sont vertigineux. On a fait x6 en 7 ans sur le volume de données qu'on manipule sur la planète. x6 en 7 ans. Vous vous rendez compte? Pas x2, x6. Et on prévoit que les 7 prochaines années, ce sera encore plus intense. Je vais faire un sondage, si vous m'y autorisez. Qui utilise Google ou ChatGPT? Alors, qui utilise Google, principalement pour faire une recherche? Qui utilise ChatGPT, principalement? C'est à peu près, j'allais dire 2 tiers, 1 tiers. Voilà, qui utilise les deux? Et qui n'a jamais utilisé ChatGPT? Très bien. Bon, donc effectivement, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'on voit que ça bascule très très vite. Toujours sur cette transition, peut-être sur les enjeux juridiques et de l'accélération. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez comme changement dans le monde de l'entreprise? Parce que ça va révolutionner le travail. On se pose la question même de l'avenir du travail. J'avais un débat ce matin avec quelqu'un qui me disait on a parlé des entreprises sans usine, on aura peut-être demain des entreprises sans salariés ou avec un seul salarié. Tout le monde va être autonome. Là aussi, on nous vend peut-être du rêve, mais c'était un cas. Hein, voilà, vous lancez un business de voiture autonome. Si ça arrive un jour, ben, vous aurez un patron il sera patron. Au lieu d'avoir des taxis des chauffeurs de taxi, il aura des voitures autonomes. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de modifier le rapport, la vision qu'on a du travail? Oui, la réponse est oui. Je pense que rares sont les pans de la société aujourd'hui qui sont, je ne sais pas si on peut dire épargnés ou en tout cas écartés de l'usage de cette intelligence artificielle. Je pense que les constats ont été rappelés à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais donc, on sait aujourd'hui que la croissance de l'UE ne pourra pas supporter la croissance de sa population. Et donc, le choix est vite fait. On a une technologie aujourd'hui qui nous permet d'avoir des gains de productivité énormes. Et donc, il est inévitable, et je dirais, il est même urgent de s'en emparer, avec bien sûr quelques précautions. Olivier, parce que vous travaillez beaucoup chez Accenture sur ces questions. Oui, les chiffres de nos études et des études de nos confrères, c'est 40% des heures travaillées. Donc, c'est pas tout, quand même. Économiser 40% voilà. des... Non, 40% impactés. Impactés. Et la moitié, c'est automatisé, l'autre moitié, c'est augmenté. Ça veut dire il y a un nouvel attelage qui se crée entre l'homme et l'IA, l'homme et ses agents, et son agent, pour faire plus. Alors peut-être faut aussi expliquer ce que c'est que les agents IA, parce que un agent, sauter une étape. Un agent, c'est la forme évoluée d'un LLM, d'un large language model. C'est-à-dire que ça bénéficie des caractéristiques du LLM, c'est-à-dire que ça discute en langage naturel. Hein, pendant des années, on a parlé avec l'informatique, avec notre pouce sur un iPhone ou avec des instructions à travers un clavier. Aujourd'hui, avec les LLM, vous pouvez parler en langage naturel et il comprend une image, un texte, etc. Et un agent, c'est ça la vraie révolution d'ailleurs. Un agent, vous le mettez par-dessus un LLM et lui, il travaille sur un objectif. Il travaille, il a conscience de son contexte. C'est une grande différence. En fait, il pratique une action autonome. Il répond, il dit, si je dois traiter des factures, je vais traiter des factures. Pendant 50 ans, à la tech, on lui a donné des instructions. Quand vous cliquez sur votre iPhone, vous donnez une instruction à un programme. Aujourd'hui, un agent, il sera autonome. Il réagira à un objectif. Il apprend. Il a conscience de son contexte. C'est ça l'agent. Et c'est ça qui fait les 40%. Alors c'est en train d'arriver beaucoup dans les centres d'appel aujourd'hui, mais ça va arriver probablement partout. Cette idée d'agent autonome, travaillant avec un humain, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une hybridation du travail et de la machine? Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va changer tout le management, en fait, le management intermédiaire? Est-ce qu'il va encore servir à quelque chose dans un monde comme celui-là? Tout est à faire, tout est à écrire, et pour la première fois depuis longtemps, on peut vraiment repenser l'organisation du travail, parce qu'effectivement, il y a des hommes, il y a des machines. On peut concevoir des process pour des machines, pour des logiciels, sans les contraintes de l'homme, qui travaille 8 heures par jour, qui a appris un certain nombre de choses au cours de ses études, et qui sait faire un certain nombre de choses. Un agent, c'est vous qui lui dites, voilà ce que tu sauras faire demain. Mais la réussite, ce ne sera pas de mettre des tas d'agents partout, ou de multiplier le nombre d'agents partout, ce sera de refaire le bon couple homme-machine et le bon couple homme-agent. C'est celui-là qui gagnera. Peut-être, Lauriane, vous pouvez nous faire partager l'expérience du monde des avocats. Moi, j'ai parlé avec des avocats qui sont quand même un peu inquiets. Se posent plusieurs questions. D'abord, est-ce que effectivement des robots, machines, des agents autonomes vont pouvoir remplir à votre place
des dossiers de contentieux, enfin voilà, et donc ça va très vite, et voire aller jusqu'à plaider. On pourrait se poser la question. Nous-mêmes, les journalistes, on se pose la question de savoir si demain vous aurez un animateur robot pour me remplacer. Et au-delà de ça, se pose la question effectivement de l'impact que ça peut avoir sur la formation. Comment on forme des jeunes avocats si on a des robots qui aujourd'hui arrivent c'est des questions que vous vous posez, j'imagine. Non, tout à fait. La formation, elle commence par l'usage. Donc nous, on a décidé d'encourager tous les avocats du cabinet dans le monde à l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle. Il y a finalement qu'en les utilisant qu'on va pouvoir développer ces caractéristiques qui sont nécessaires à l'avocat augmenté. Donc on les encourage, on les encadre et on les pousse surtout à avoir ce qu'on appelle le critical thinking, c'est-à-dire cette pensée critique qui va venir contester, challenger l'IA, contester le résultat. Donc aujourd'hui, les outils qu'on utilise, ils sont très nombreux. Ils permettent évidemment, avant tout, de synthétiser, de rédiger, de faire des markups. Donc on va très loin. Et effectivement, avec des risques d'hallucination, il faut quand même se réveiller. Il y a 20 à 30% d'erreurs, paraît-il. Et c'est là où je reviens sur l'usage de l'IA dans le domaine du contentieux. Je pense qu'on est loin de remplacer l'humain. La stratégie qu'on va pouvoir conseiller à son client, elle, à mon avis, pour l'instant, n'est pas... On est loin de Minority Report, comme disait l'autre. Voilà. Olivier ? Oui, sur la formation, tu l'as dit au début, mais je voudrais redire, vous avez vu que le Premier ministre anglais et la France aussi, la semaine dernière, ont annoncé des plans de formation en millions de personnes dans chacun des pays. C'est donc bien un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet de société, c'est pas qu'un sujet de performance d'entreprise. Donc c'était 7,5 millions pour les Anglais, c'est-à-dire que les Anglais ont estimé qu'il y aurait 10 millions de travailleurs en Angleterre qui seraient impactés par l'IA en 2030. Et le plan de la France, qui s'appelle Oser l'IA, qui a été présenté il y a une semaine, c'est 15 millions de personnes. Donc ça pose les choses. C'est une façon d'embarquer tout le monde dans la société parce que bien souvent, les grands groupes réussiront. Ils réussiront cette transformation IA. Ils en ont les moyens, ils ont ce qu'il faut pour investir et pour y arriver. Mais il faut embarquer tout le monde dans cette... Et il y a un sujet clé, si je peux juste le terminer. Je pense que sur l'IA, la formation fabriquera la confiance. On a un sujet de défiance par rapport à l'IA. La formation, elle a comme objectif de donner des outils, de faire comprendre et on peut se servir de quelque chose. Ici, c'est essentiel et c'est pour ça qu'elle est prise à ce niveau-là, parce qu'elle aidera à fabriquer la confiance envers l'IA. Alors, avant de vous donner la parole pour quelques questions, on a quelques minutes, mais je voudrais terminer par une dernière controverse. C'est cette fameuse étude du MIT qui est sortie il y a quelques jours et qui dit que utiliser l'IA ou exclusivement l'IA pourrait nous rendre complètement idiots. C'est-à-dire que nos capacités cognitives seraient tellement... impactées. Je ne parle pas seulement des erreurs, des risques d'hallucination qui existent, mais en fait, notre cerveau, dopé aux écrans, pourrait être transformé dans le mauvais sens. Alors, elle est assez controversée, cette étude, mais elle pose finalement une vraie question. Et peut-être la salle aura envie de poser des questions là-dessus. Je pense que sûrement, nous avons tous des enfants. Alors moi, ils sont déjà élevés. Mais quand vous avez des jeunes enfants qui sont confrontés aux écrans, il y a un vrai débat. Et aujourd'hui, l'IA et les écrans, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger pour l'éducation elle-même ? C'est-à-dire comment on va... on a parlé de la génération native Internet. On est dans une génération native IA. C'est un bouleversement profond. Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, mais c'est un bouleversement peut-être encore plus profond que l'invention de l'écriture, de l'imprimerie, à la fin du XVe siècle. Équivalent, en tout cas. Ouais. Oui, mais au moins équivalent, parce qu'on est passé d'un enseignement oral à un enseignement qui est devenu au fil du temps écrit. Donc là, on voit bien qu'on est dans un changement de cette nature-là. La question pour notre génération, c'était le savoir. Il fallait apprendre par cœur quelque chose. Aujourd'hui, on a la bibliothèque d'Alexandrie au bout des doigts et même des résumés de tout ça. Donc évidemment, on doit apprendre autre chose. Je pense que Lauriane t'a dit quelque chose de très important, c'est l'esprit critique, vérifier ses sources et lire des livres, voilà, et continuer à lire. Des journaux, des vrais. Et puis penser en termes d'action, c'est-à-dire ça nous donne plus de temps pour faire quelque chose. L'IA lira toujours plus de livres que nous n'en aurons lu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Comment on peut transformer ça en action, en réflexion, en idée ? Donc c'est une opportunité formidable. Lauriane. Non, je pense qu'un usage non formé
idiot de l'intelligence artificielle pourrait rendre bête, mais un usage intelligent de l'intelligence artificielle rend plus intelligent et permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc je préférais terminer sur cette note. Tout le sujet, c'est de passer dans la transition, de passer de la catégorie suffisamment intelligent pour pouvoir être plus intelligent, au moins pouvoir travailler avec cette IA, c'est ça que vous dites. C'est un amplificateur, mais il faut choisir le bon côté. Voilà. D'accord, donc ça quand même, ça remet le sujet de la responsabilité de l'école très certainement au cœur du débat. Bien, merci pour ces sujets, vous étiez à peu près d'accord sur tout, mais c'était intéressant quand même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a, allez, 4 minutes, on va les prendre. Levez la main, oui, un monsieur, une dame d'abord au premier rang et un monsieur, allez-y. Et un autre monsieur. Je vous ai vu monsieur, je vous aurai la parole. Allez-y madame. Alors, si ça peut être une question... Je ne sais pas si ça marche, oui. Allez-y. Oui, la question est la suivante. En matière d'intelligence artificielle, et notamment dans le domaine de l'éducation et de la transmission, qu'en est-il de l'intelligence émotionnelle et de l'empathie ? Alors c'est une super question, merci de la poser et je la prends Philippe si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Moi ce que me disent mes clients aujourd'hui et ce que je ressens partout, y compris dans la société, c'est il y a une fatigue technologique. C'est tellement envahissant. Il y a une moyennisation. Quand la tech s'occupe de la création de contenu, il y a une forme de moyennisation qu'on perçoit. Il n'y a jamais eu autant besoin de créativité qu'en ce moment. Et c'est mes clients qui le disent, c'est les CEO qui le disent. La différenciation se fera aussi de plus en plus en grande partie par la créativité. Alors, une dernière question. Monsieur Envers était le premier, donc on va le prendre quand même. Et on me demande de m'arrêter. Je voulais juste ajouter un point après, Philippe, sur cette question. C'est que l'exploitation des vulnérabilités émotionnelles par l'intelligence artificielle, aujourd'hui, sont interdites par le texte. Alors, bonjour à tous. Donc moi j'ai une question carrément sociétale. Je voudrais savoir comment l'IA peut lutter contre les discriminations sociétales, les inégalités et contribuer au meilleur de notre société. Excellente question. On n'a pas tellement parlé de ce sujet des biais sexistes ou des biais qui peuvent exister dans les entraînements. Il y a eu pas mal de catastrophes parfois avec des IA. Je ne sais pas si peut-être juridiquement sur la responsabilité vous avez... Il y a une obligation effectivement de s'assurer qu'il y a une certaine équité dans l'alimentation du LLM et il faut pouvoir rendre compte de la décision prise par la machine. Et donc cette explicabilité en quelque sorte va devoir pouvoir démontrer que le respect des points, monsieur, que vous avez mentionnés sont effectivement... Un des grands enjeux, je peux répondre là-dessus, je ne suis pas un grand expert, mais je suis pas mal la tech à la tribune. Je peux vous dire, un des grands enjeux pour l'IA, comme pour tous les algorithmes, y compris l'utilisation des grandes plateformes comme Facebook ou toute autre plateforme, c'est la transparence des algorithmes, c'est comment ils sont faits ou comment ils sont faits pour nous rendre addicts aussi. Et ça, c'est un des grands enjeux, effectivement, de faire attention à ce qu'ils ne créent pas des bulles informationnelles, ça c'est du côté des réseaux sociaux, ou nous rendre complètement, j'allais dire, un peu maboule et à ne s'occuper finalement devant nos écrans que d'être dans des habitudes dans lesquelles on nous entraîne au lieu de garder notre liberté. Donc, dernier message de cette controverse, restez libres face à l'IA, mais utilisez-la intelligemment. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe.